Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Valse de passation des pouvoirs aujourd'hui après l'annonce du nouveau gouvernement. L'heure était au discours et au passage de témoins dans les différents ministères. Une journée marquée par le grand retour de Ségolène Royal, le nouveau binôme Montebourg-Sapin à Bercy, l'intouchable Taubira à la justice, l'homme du compromis, Cazeneuve à l'intérieur, le premier de la classe, Fabius à la tête d'un super Quai d'Orsay et les deux grands perdants et donc sortants, Moscovici et Payon. Une équipe resserrée pour tenter de donner une nouvelle dynamique au quinquennat de François Hollande. On en parle avec le club d'éditorialistes du mercredi. Et notre invité politique ce soir, c'est l'ancien ministre et sénateur UMP, Gérard Larcher. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et avant de présenter en détail cette nouvelle équipe gouvernementale, on va écouter les premières déclarations de Manuel Valls après la constitution de son gouvernement. Invité du 20h de TF1, le Premier ministre a insisté sur les missions de sa nouvelle équipe contre le chômage, contre les inégalités. Il a choisi un mot pour décrire son gouvernement, l'efficacité. Emmanuel Valls a aussi évoqué son parcours, ses origines. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire et Mounir Soussi. La première sortie de Manuel Valls aura été médiatique. À peine nommé Premier ministre, il s'exprime déjà à la télévision, avant même son discours de politique générale. Sa première mission, justifier ses choix concernant la composition de son gouvernement, et le ton est au rassemblement. Nous sommes tous hollandais, si vous me permettez cette expérience. Nous l'avons composée ensemble. Et c'est normal. Encore une fois, c'est le président de la République qui fixe le cap. Il l'a fait lundi. C'est lui qui a reçu la légitimité des Français en étant élu président de la République en 2012. Il évoque également les grands chantiers qui l'attendent, et notamment l'Europe. Manuel Valls se montre pédagogique. Oui, il faut réduire le déficit, mais pas à n'importe quel prix. Notre dette, nous devons la maîtriser parce que sinon nous perdons notre souveraineté nationale. Mais en même temps, nous devons préserver ces services publics qui sont indispensables à la cohésion, à la solidarité de notre pays. En professionnel de la communication, Manuel Valls sait mettre en avant son parcours pour mieux justifier son discours. Moi, je suis né dans un pays voisin, l'Espagne. Pour ça, je suis aussi attaché à l'Europe. J'ai été naturalisé à l'âge de 20 ans. Évidemment, mes parents, ma famille m'ont tout appris. Mais c'est l'école de la République. C'est merveilleux d'être français. Et je veux servir mon pays, mes compatriotes, pour que demain, ils soient davantage fiers de leur pays et fiers aussi de leur gouvernement. Et pour atteindre cet objectif, Manuel Valls pourra dans un premier temps s'appuyer sur sa popularité en attendant d'être jugé sur ses résultats à la tête du gouvernement. Et on va détailler à présent cette équipe gouvernementale, l'organigramme. On prend les mêmes, mais on ne recommence pas tout à fait. Il y a certes les mêmes visages, mais à la tête de nouveaux portefeuilles. Et puis il y a les entrants, avec notamment le grand retour de Ségolène Royal. L'équipe comporte 16 ministres. Les noms des secrétaires d'État seront dévoilés la semaine prochaine pour tout savoir. Voici le résumé de Sandra Cerquera. On attend le secrétaire général de l'Élysée, mais c'est François Hollande qui apparaît. Sourire aux lèvres, il part pour Bruxelles. Ça a été très simple, très rapide, très clair. 20 minutes plus tard, Pierre-René Lemas annonce la composition du nouveau gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. C'est le grand retour de Ségolène Royal, numéro 2 du gouvernement. Elle prend la tête d'un grand ministère de l'écologie, refusé hier par les écologistes. Comme prévu, Benoît Hamon, qui représente l'aile gauche du PS, est promu. Il obtient l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est une surprise, Christiane Taubira reste au ministère de la Justice, malgré ses désaccords passés avec Manuel Valls. Peu de nouvelles têtes dans ce nouveau gouvernement, mais des ministères redimensionnés.
À Bercy, 2 pôles, les finances et les comptes publics pour Michel Sapin. Il devra cohabiter avec Arnaud Montebourg, qui s'impose à la tête de l'économie, du redressement productif et du numérique. C'est finalement Bernard Cazeneuve, un proche de François Hollande, qui arrive au ministère de l'Intérieur. L'ancien poste de Manuel Valls a fait jusqu'au bout l'objet de longues tractations. Un portefeuille convoité depuis longtemps par François Rebsamen, qui obtient finalement le travail et l'emploi. Autre fidèle du chef de l'État, Stéphane Le Foll voit ses fonctions étendues. Il garde le ministère de l'Agriculture et devient aussi porte-parole du gouvernement. Le premier conseil des ministres aura lieu dès vendredi. Voilà, et c'était le bal de passation des pouvoirs aujourd'hui dans les différents ministères. Discours, remerciements, vibrants, hommages ou petites piques. Tous et toutes ont lu quelques notes avant de quitter leur ministère pour en changer ou pour quitter définitivement le gouvernement, comme c'est le cas pour Vincent Payan et Pierre Moscovici, dont on apprend ce soir qu'il aurait été choisi par l'Élysée pour devenir commissaire européen. On passe en revue cette journée particulière avec Mounir Soussi. Il s'est battu pour obtenir Matignon, mais au moment de quitter la place Beauvau, Manuel Valls est gagné par une pointe de nostalgie. Je ne vous cache pas que je quitte la place Beauvau avec un pince-main au cœur, parce qu'il y a sans doute un goût d'inachevé. Bernard Cazeneuve, nouveau ministre de l'Intérieur, sera sur le terrain dès ce soir pour enfiler le costume de premier flic de France. 22 ans après sa première entrée dans ce ministère, Ségolène Royal revient à l'écologie à la place de Philippe Martin. Sauf qu'entre-temps, ce portefeuille secondaire sous François Mitterrand est devenu clé. Aujourd'hui numéro 3 du gouvernement, l'ancienne candidate à la présidentielle veut se mettre immédiatement au travail et désamorcer toute rivalité avec les écologistes. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec les Verts. Évidemment, je les associerai de toutes mes forces à la réflexion et à la décision parce qu'ils ont une expertise, une passion, un engagement, des convictions qui sont tout à fait utiles au pays. Une main tendue à Europe Écologie Les Verts et à Cécile Duflot qui laisse le ministère du Logement à Sylvia Pinel. Cécile Duflot, qui avait l'impression d'être muselée dans ce gouvernement, se projette déjà dans l'avenir. Ma liberté, pleinement retrouvée et assumée, je la mets au service de l'écologie, de la gauche et de la France. À son arrivée au ministère de l'Éducation, Benoît Hamon a pris conscience de la tâche qui l'attend. Il prend la tête d'un portefeuille qui regroupe l'éducation nationale, la recherche et l'enseignement supérieur, pendant que Vincent Payan, son prédécesseur, se dirige lui vers la campagne des élections européennes. Et pour analyser cette riche actualité, comme tous les mercredis, c'est le club d'éditorialistes du 22h, entièrement consacré ce soir à cette nouvelle équipe Valls. Le président avait annoncé un gouvernement de combat. Qu'en est-il réellement? Et puis, quels dossiers urgents sont sur les tables des différents ministères? On en parle avec nos invités ce soir. Michel Noblecourt, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste au Monde. Avec nous, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, cofondateur et directeur du site Atlantico. Claude Vaillet est avec nous, bonsoir. Directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Mon complice et dessinateur Hervé Baudry. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sonia. Qui va croquer, qui va caricaturer la revenante aussi, Ségolène Royal. Je l'ai sorti de mes cartons il y a longtemps. Je suis très content de retravailler. On va voir tout ça ensemble. Voilà. Mais d'abord, on va accueillir notre invité politique ce soir, ancien ministre du Travail. Il a été président du Sénat, le sénateur UMP Gérard Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors d'abord, c'est une phrase qui a été beaucoup reprise ces derniers jours. Vous l'avez sûrement entendu. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Premier choix du couple Hollande-Valls, c'est une nouvelle équipe. Est-ce que le gouvernement de combat, comme annoncé, est bien là? Je ne sais pas si le gouvernement est de combat. En tous les cas, il faudra qu'on connaisse son plan de bataille. Parce que c'est là que se livrera le combat. On constate assez peu de changements. Mais au fond, est-ce qu'on change de politique? Et si on change de politique, dans quelle direction? En fait, le vrai message qui a été ressenti dans tout le pays, c'est vraiment l'angoisse. L'angoisse notamment sur l'emploi, le chômage. Pour avoir tourné avec Bernard Accoyer, j'allais dire, non pas dans des très grands meetings, mais j'allais dire ville après ville, bourg-centre après bourg-centre, je peux vous dire que c'est la première question, avec aussi la question où personne ne parle, et très peu d'analyses ont été faites sur ce qui se passe dans le territoire rural, dans les bourgs-centres, les inversions politiques dans ce territoire. Il y a un vrai sentiment d'avoir été méprisé dans ce territoire rural. Méprisé, dites-vous. Oui, c'est le mot d'un maire qui m'a été donné il n'y a pas si longtemps en Rhône-Alpes, dans l'Isère. Sentiment du mépris. On va parler évidemment des préoccupations des Français. Je reviens quand même sur cette nouvelle équipe. Est-ce que pour vous, c'est la garantie de la fin des couacs et des Valls hésitations? Parce qu'il y a quand même des personnalités d'expérience qui sont revenues, d'autres qui sont confirmées. L'expérience n'empêche pas le couac. Ah bon? Et certains d'ailleurs cultivent le couac
comme mode de communication. Ce que je crois, c'est qu'il faut vraiment, et nous le verrons mardi prochain, car c'est vraiment des actes qu'on attend, et des actes pour libérer les énergies, donc libérer la croissance, qui est la seule manière de retrouver l'emploi. Et c'est le premier, c'est le sujet. Alors des actes, on va écouter d'abord les paroles. C'était le Premier ministre ce soir dans le 20h de TF1, première déclaration après la constitution de son gouvernement. Et il évoque justement le choix des ministres, un choix à deux avec le président de la République. On l'écoute. Nous l'avons composé ensemble. Et c'est normal. Encore une fois, c'est le président de la République qui fixe le cap. Il l'a fait lundi. C'est lui qui a reçu la légitimité des Français en étant élu président de la République en 2012. Il m'a confié cette responsabilité et c'est ensemble, rapidement, a-t-il dit, de manière simple, efficace, parce qu'au fond, s'il y a un mot qui doit caractériser ce gouvernement et notre action, c'est l'efficacité pour obtenir des résultats, parce que les Français nous ont dit que ça n'allait pas assez vite. Gérard Larcher, l'efficacité, aller plus vite, plus loin, est-ce qu'il peut incarner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle, Manuel Valls, à la tête de ce gouvernement? En tous les cas, il a été choisi par les sondages. Et donc, le président de la République s'est résolu à le choisir. En tous les cas, je ne sens pas cette dynamique, y compris dans son interview de ce soir, que j'ai trouvé... Je me suis dit, ça y est, il a attrapé la langue de bois. Il s'est mis à nous parler en boucle d'efficacité, de confiance. En fait, on attend déjà... Il a manqué sa première intervention? Enfin, en tous les cas, mais je me méfie de mes yeux, parce que ce sont des yeux qui, vis-à-vis de Manuel Valls, n'ont jamais oublié ce qu'il a entendu, c'est-à-dire le mépris du Parlement. Le 18 septembre dernier, quand nous avons abordé la question du cumul des mandats, on pouvait avoir des avis différents. Il y en avait au travers de chaque famille politique. Mais dire le Sénat peut toujours débattre, ça n'a aucune importance. Ça, je ne l'ai pas oublié. Il a dit aussi ce soir qu'il voulait passer un contrat avec les parlementaires, et notamment de l'opposition. Il s'adresse à vous directement. S'il propose au pays, j'allais dire, un vrai objectif dans cette direction, j'allais dire, le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer, mais c'est aussi de participer à une réponse que le pays attend, qui s'est exprimée dans un rejet de la majorité actuelle, qui a bénéficié à l'opposition, mais l'opposition a elle-même des responsabilités. Elle ne peut pas être simplement dans une attitude de rejet. Nous avons des responsabilités dans les villes, nous en aurons demain dans les départements et les régions, et il faut les assumer, parce que le territoire, c'est quand même le lieu où nous pouvons rebondir au plan économique et social. C'est un lieu de cohésion sociale. Et nous voyons bien dans un certain nombre d'expressions l'abstention, le vote pour les extrêmes, le balancier même, pour ceux qui votent encore, c'est le signe que nous avons un problème de cohésion sociale. Alors, il y a les problèmes. Claude Weill, vous êtes d'accord? Et territorial, ça me paraît très très important. Je pense que c'est un problème qui est gravement sous-estimé. Mais ce n'était pas la question. Non, je voulais vous faire réagir également à ce que disait Gérard Larcher. Moi, je trouve, la journée a été intéressante. Moi, j'ai appris des choses. Pas la composition du gouvernement, c'est le même. Donc, ça m'a pas... j'ai appris deux choses. Un, je m'interrogeais pour savoir quel était le rapport de force entre le président et le Premier ministre, ou plus exactement, s'il y avait un rapport de force. Puisqu'on est dans une configuration inédite. Ce n'est pas un président qui vient d'être élu, qui choisit celui qui est à sa main. C'est un président en difficulté politique, très impopulaire dans les sondages, qui vient d'essuyer une défaite électorale et qui appelle au secours le champion de la popularité. Donc on pouvait imaginer que l'équilibre des forces entre les deux n'était pas évident à trouver. On a eu la réponse. C'est Hollande le patron et Valls le lieutenant. Dans sa intervention, ça a le mérite d'être clair, ça, Gérard Dans sa intervention de télévisée ce soir, il n'y avait pas un poil qui dépassait. Il était là comme le premier des Hollandais. Il n'était pas venu faire entendre sa différence. Dans la composition du gouvernement, les choses sont transparentes et éclatantes. Ce n'est pas un gouvernement Valls, c'est un gouvernement Hollande. Tous les postes clés sont tenus par des fidèles du président de la République. Je voulais vous faire réagir, Gérard Larcher. Donc, il est sorti de l'ambiguïté, il a tranché. Non, je termine, si vous permettez. À partir de là, j'ai un problème. J'ai une question que je me pose, c'est... Au fond, si le gouvernement c'est le même avec Valls à la place de Ayrault, et si le principal grief qui était fait à Ayrault, c'était de ne pas avoir réussi à imposer son autorité sur le gouvernement, comment Valls va réussir à imposer son autorité sur le gouvernement? Bonne question. Alors Gérard Larcher, je ne sais pas si vous voulez y répondre. Non, je crois que... Moi, je partage l'analyse qui a été faite, mais pour le gaulliste que je suis, que ce soit le président de la République qui donne le cap, c'est, j'allais dire, consubstantiel, me semble-t-il, à la Ve République. Ce que je veux dire, je ne vois pas, sans rupture de politique, comment nous allons pouvoir nous mettre en mouvement dans le domaine de la croissance. Et nous avons des rendez-vous terribles. Un rendez-vous au mois d'avril pour présenter un programme de 50 milliards
de réduction de la dépense publique. Avec, bien sûr, les collectivités locales seront fortement appelées, et beaucoup plus qu'on l'a dit. Oui, d'ailleurs. Comme vous l'avez fait lors du précédent quinquennat. Ce sera moins difficile. C'est la continuité. Moins difficile politiquement. Parce que la majorité des villes est aujourd'hui à l'opposition. En même temps, comment on se met en mouvement? Comment on assure cette rupture avec un problème de majorité? Un problème de majorité, je pense que l'aile gauche du PS se pliera et votera la confiance sans aucune difficulté. Sur les Verts, on a l'habitude au Sénat, ils votaient déjà pas grand-chose. Donc j'allais dire, ça va peut-être s'accentuer à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il faut qu'ils dégagent une majorité et qu'ils proposent une vraie politique. Alors justement, Michel Noblecourt, sur ces priorités dégagées par Gérard Larcher, d'abord, les 50 milliards, les réponses, peut-être que Manuel Valls va les donner lors de son discours de politique générale mardi. Et sur ce problème de majorité, on l'a vu avec les Verts, peut-être va-t-il se poursuivre avec la gauche de la gauche? Oui, enfin, je crois que la gauche de la gauche, je suis d'accord avec Gérard Larcher, la gauche de la gauche, elle se pliera. Bien sûr. Ou elle se couchera, diront d'autres. Je veux dire qu'il n'y a pas d'inquiétude là-dessus pour Manuel Valls. Je pense qu'il y a quelques parlementaires qui manifestent une opposition à la fois à Manuel Valls et au pacte de responsabilité. Le pacte de responsabilité, là, sur ce plan-là, on est dans la totale continuité. Moi, je ne pense pas que le gouvernement soit le même exactement. Je pense qu'on ne peut pas dire ça parce qu'un gouvernement de 16 membres et un gouvernement de 38 membres, c'est pas la même chose. Et il y a eu des changements d'affectation. On va avoir, pour reprendre il y a des changements. La complétude. Le secrétaire d'État, oui, mais bon, des ministres en plein exercice, il n'y en a que 16. C'est un des gouvernements les plus resserrés si ce n'est le plus resserré de la Ve République. Et donc avec des changements d'affectation qui sont quand même importants. Il y a des regroupements. Donc on ne peut pas dire que c'est exactement le même que le gouvernement Ayrault, même s'il n'y a que 2 nouvelles têtes dans ce gouvernement. Mais la continuité, elle est sur le pacte de responsabilité. Je veux dire que cette ligne-là... Il n'y a pas de surprise. Il n'y avait pas de surprise on savait que Hollande ne changerait pas de cap là-dessus. Ça a été tracé le 14 janvier. Les Verts étaient au gouvernement. Je me souviens quand ça a été tracé, ils ne sont pas sortis. Et donc je pense qu'on va continuer là-dessus avec le petit zeste de social que le président de la République a ajouté lundi soir, et dont parle Manuel Valls aussi ce soir sur la justice sociale, le pacte de solidarité, sauf qu'on ne sait pas très bien comment tout ça va être financé à l'arrivée. Oui. Alors, il y a aussi les entrants, on a parlé, il y a le grand retour de Ségolène Royal, et puis il y a François Rebsamen, que vous connaissez bien, qui s'imaginait plutôt place Beauvau, donc ça vous fait sourire, il prend le ministère du Travail, c'est un ministère que vous connaissez bien, qui est éprouvant avec tous les mois, les chiffres du chômage, il y a aussi les relations avec les partenaires sociaux. Est-ce que François Rebsamen a cette culture du dialogue social? En tous les cas, c'est un homme sympathique, politique, qui successivement, la semaine dernière, a juré son amour pour Dijon, qui l'avait ce matin pour le ministère de l'Intérieur et cet après-midi pour le ministère du Travail. Il a beaucoup d'amour, alors. C'est un homme de talent. Et vous savez, c'est Alain Houpert qui lui disait la semaine dernière, 2 sénateurs, est-ce que vous serez fidèle à Dijon? La réponse, elle est là ce soir. Ce que je veux dire, c'est que le ministère du Travail, c'est un ministère essentiel. C'est un ministère de l'humain. Et pour l'avoir eu l'honneur 3 ans d'avoir cette responsabilité, et c'est un ministère de la sensibilité extrême, sans doute un des plus difficiles aujourd'hui, parce que je vais prendre l'exemple de Quimper où j'étais vendredi, aux côtés de notre candidat, et le résultat de Quimper, il est sans appel. Je dois vous dire que sentir à Quimper, avec la crise de la filière agroalimentaire, un taux de chômage qui est monté à 13%, vous sentez les villes quand elles entrent dans le chômage, avec la pauvreté, avec la perte de la cohésion sociale, avec le sentiment que le territoire ne tient plus, que la ville-centre n'est plus un élément de référence, qu'il n'y a plus de centre de gravité. Et ça, c'est un des éléments d'un vote assez exceptionnel. Parce que le constat, on le connaît malheureusement, le diagnostic. Oui, mais la réponse, vous savez, c'est la croissance. Créer des emplois. Moi, j'ai eu le bonheur avec Borloo. Nous avons vécu... On la décrète, la croissance? Oui. Non, on ne la décrète pas. Nous avons vécu une période de croissance et le chômage est descendu à presque 7. Je ne suis pas sûr que ce soit notre seul génie personnel. C'est tout simplement qu'on avait 2,5 de croissance et qu'on crée les emplois. Nous avons fait comme les autres, comme l'a fait Michel Sapin, des emplois aidés, mais on voit bien la limite du système. Vraiment, le rendez-vous, c'est le rendez-vous de la croissance. Je voudrais revenir justement sur François Rebsamen et on va poursuivre avec l'analyse de nos amis. Un petit clin d'œil à François Rebsamen. Regardez la caricature d'Hervé. On savait qu'il courait depuis très longtemps après le ministère de l'Intérieur. Il est pour le dialogue social, mais avec la police aussi. Alors, vous l'avez rappelé, sa grande passion, c'est Dijon. C'est d'ailleurs comme ça, un dialogue social policier. C'est celui où on s'écoute. Alors, on s'écoute et on va écouter et regarder surtout le portrait de celui que ses amis surnomment Reps, n'est-ce pas? Regardez. Il s'imaginait place Beauvau. Déjà en 2012, l'Intérieur lui avait échappé.
il hérite finalement du ministère du Travail. C'est un très bon choix, car c'est un diplomate, c'est un homme qui sait être arrangeant, juste ce qu'il faut, mais qui sait garder un cap. François Rebsamen, le vieil ami du président de la République, numéro 2 du Parti socialiste à l'époque où François Hollande en devient le premier secrétaire. 10 ans plus tard, Ségolène Royal lui confie la codirection de sa campagne présidentielle. Entre-temps, il s'est emparé de Dijon, faisant basculer à gauche une ville dirigée par la droite depuis 1935. Il a d'ailleurs été réélu dimanche pour un 3e mandat. Devenu sénateur en 2008, il prend la tête du groupe PS en octobre 2011. Son mot d'ordre, le rassemblement. Je crois toujours que seul le rassemblement de la gauche permettra de faire avancer les choses, sans céder, bien sûr, à la démagogie. Il a toujours soutenu la politique de François Hollande jusqu'à son opposition clairement exprimée au non-cumul des mandats. Ma conviction pour l'intérêt de la qualité de la loi, du législateur, c'est qu'il est important que les sénateurs puissent conserver un mandat exécutif local. Homme de conviction et d'expérience, il ne se gêne pas pour dénoncer les couacs du gouvernement, invitant même Jean-Marc Ayrault à virer un ministre pour l'exemple. Après des annonces contradictoires, et donc moi je souhaite que, c'est pour ça que je le disais, il n'y ait pas des annonces contradictoires et il y ait une annonce, qu'elle soit faite par le Premier ministre et que tout le monde s'y tienne. Sur ses épaules repose désormais le retournement de la courbe du chômage. Dimanche, il appelait à un nouveau cap plus à gauche pour le gouvernement. À lui maintenant de convaincre, aux côtés d'un Premier ministre au profil plutôt libéral. Voilà le mot convaincre avec le portrait de François Rebsamen. Jean-Sébastien Ferjaux, c'est une surprise au ministère du Travail, François Rebsamen? Je ne sais pas si c'est une grande surprise, enfin pas spécialement pour moi, c'est effectivement intéressant de voir. C'est une surprise. Oui, pour lui certainement. Non, ce qui est plus intéressant de voir, c'est ce que disait Claude Veil tout à l'heure. Effectivement, la question se posait de qui avait la main dans les rapports de force, et clairement, on voit que les choix ont été faits sous l'influence de François Hollande, ce qui est effectivement assez logique d'un point de vue institutionnel, mais ça montre bien toute l'ambiguïté de la position dans laquelle se trouve Manuel Valls, puisqu'il a été choisi, on le voit bien, parce qu'il est probablement meilleur en com que Jean-Marc Ayrault. Il a probablement aussi plus d'autorité que Jean-Marc Ayrault, mais enfin, il y a une demande de politique différente. Pourra-t-il incarner une politique différente? Dans son intervention ce soir sur TF1, il était précisément plutôt dans une petite musique très hollandaise. Donc après, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et n'allons pas plus vite que le rythme naturel politique. Il y aura la déclaration de politique générale la semaine prochaine. Il faudra voir à ce moment-là si oui ou non Manuel Valls fait entendre quelque chose justement, de la différent. Déclaration de politique générale va être très importante mardi. Elle va décliner ou en tous les cas annoncer de nouveau, présenter de nouveau le pacte de responsabilité. Quels éclaircissements précis vous attendez? On le sait, le pacte de responsabilité, en fait, c'est du Sarkozy recyclé sur de la TVA en direction des entreprises. Ah, écoutez, on fera la différence ensemble. J'avais d'ailleurs débattu de ce sujet avec François Rebsamen sur votre plateau et à votre invitation. La deuxième des choses, qu'est-ce que veut dire le pacte de solidarité? Là, il va falloir y répondre. Comment on le finance? Est-ce que c'est uniquement de l'allègement de charges sociales? Et de l'allègement de charges sociales? Comment? Pesant sur les salariés? De quelle manière? On va redistribuer un peu d'argent, autant que les caisses le permettent, au bas salaire, en restituant directement des cotisations salariales. Mais alors, est-ce que c'est la suppression suppression de la prime pour l'emploi qu'on recycle en apparence? Il y a des vraies questions. Parce que, j'allais dire, pour un ministre du Travail, c'est important, c'est un sujet. Troisième des choses qui me semble tout à fait essentielle, c'est comment on répond à la préoccupation de la Commission européenne. Alors, j'allais vous demander, est-ce que c'est un gouvernement sous pression de Bruxelles? C'est un Montebourg ou c'est je crois que c'est tranché ce soir, mais on va savoir qui réellement et qu'est-ce qu'il y a dans cette réponse. Est-ce des délais supplémentaires? Est-ce qu'on va passer sous une surveillance renforcée? Enfin, tout ça, Vous ne dramatisez pas un peu, Gérard Larcher? Non, parce que regardez les courbes des déficits, regardez le schéma de croissance et reprenez le déficit par rapport au PIB. On est en compagnie de l'Espagne. On n'est pas en compagnie des chefs de file, là. Hein. Michel Noblecourt. On est déjà sous une surveillance renforcée à l'heure actuelle, mais je pense que pour vis-à-vis de Bruxelles, l'interlocuteur, à mon avis, c'est clair, ça sera Michel Sapin, ce ne sera pas Arnaud Montebourg. Michel Sapin, il est ministre des Finances et des Comptes Publics, c'est lui qui sera chargé de négocier, et sans doute le Premier ministre et le Premier ministre lui-même. Et bon, après, la France sait qu'elle ne pourra plus bénéficier de délais de sursis. Donc effectivement, il y a une urgence. Elle va remettre un rapport le 15 avril, en principe.
donc justement avec comment elle fait pour réduire effectivement ses dépenses publiques. La baisse est importante, c'est 50 milliards de réduction des dépenses publiques en 3 ans. Et avec parallèlement un taux de croissance d'un quart. Et justement, j'allais vous poser la question, pour préserver cette croissance, est-ce qu'il ne faut pas un petit peu, c'est ce qu'a dit, laissé sous-entendre François Hollande, desserrer un petit peu sans qu'il y ait un grand dérapage de ce déficit public pour préserver cette croissance? Ça a toujours été la réponse de la France, quels que soient les gouvernements, et ça ne marche pas. Bon, c'est dit. On se focalise sur cette histoire des 50 milliards, je pense qu'on a tort. Les 50 milliards, on les trouvera. Ah oui. Bon. Oui, vous savez où, regardez le haut de la colonne. Cazeneuve a laissé l'enveloppe en partant au nouveau ministre du budget Michel Sapin, et en gros, ils ont été trouvés. La question n'est pas celle-là. Peut-être qu'il faudra un petit peu plus de temps, parce que quand on dit 3,9, on fait 4,1, quand on dit 4,1, on fait 4,3. Tout le monde fait un peu pareil en Europe. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont tenu absolument... L'Allemagne vient de passer 0. Mais l'Europe, depuis le début, lit les deux choses. Y compris lorsqu'elle nous a accordé des délais supplémentaires. Elle a dit « Ok, on vous donne un délai à une condition, c'est que vous engagez les réformes de structure qui débloquent la croissance. » C'est là que cette problématique, si je peux me permettre, Sonia, consistant à dire « Mais si on baisse la dépense publique, on va casser la croissance », Bruxelles raisonne exactement à l'inverse. Bruxelles pense que c'est justement en faisant des réformes de structure qu'on libère la croissance. Les réformes de structure les réformes, elles sont théoriquement engagées. Ce qu'on attend de Valls, en fait, c'est pas de faire une autre politique, elle a été fixée, c'est de changer de rythme. Quand Hollande a dit, après les élections municipales, plus vite, plus fort, je pense que plus vite, plus fort, c'est de mettre en œuvre. Donc je suppose que ce qu'on attend d'Hollande... Ah, si vous allez tous être d'accord avec Gérard Larcher... Du discours de politique de Valls, je n'attends pas de grandes révélations. Sinon, sur la question du rythme du changement. Mais... Encore une fois, le rythme du changement, il ne faut faire aucune illusion là-dessus, il sera réglé par l'Élysée, parce que c'est une question politique. Or, quand on regarde le dispositif, comment il est fait, Sapin en finance, le porte-parole du gouvernement, oui. Toutes les impulsions politiques et la décision politique ramènent à l'Élysée. On verra s'il y a un changement de rythme. C'est pour ça que les Français devront demander des comptes au président de la République. Il y a d'autres rendez-vous. Politique et donc la feuille de route, ce sont les autres rendez-vous. J'allais vous en parler, parce qu'à droite, l'heure est aussi aux grandes manœuvres. Dit-on, la défaite cuisante de la gauche municipale a ouvert la voie à un basculement du Sénat. À droite, vous êtes naturellement candidat. C'est pas le sujet. Le sujet, j'étais sûr. Pas le sujet, il y a longtemps que c'était dans les colonnes du Monde. Et à une époque où on ne pensait pas à cette bascule, vous voyez. Le sujet... Vous n'y pensiez pas ? Si, je l'ai dit il y a 2 mois. C'était dans les colonnes de votre confrère. Gérard Larcher, vous y pensez de plus en plus. Vous êtes confiant ? Le problème, c'est de savoir quel Sénat. Parce qu'aujourd'hui, le Sénat est en panne. Faute d'une majorité, malgré les appels de François Rebsamen, que j'entendais à l'unité de la gauche. Bah si, il y a une majorité UMP communiste. Oui, enfin, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de projet de loi. Les grandes lois ont été repoussées par une majorité UMP-PC. Oui, plus les Verts, la plupart du temps. Les Verts. Regardez cette caricature d'Hervé Baudry. Oui, je pense qu'en cas de victoire, on ne sait jamais, au Sénat, il va falloir peut-être lancer un appel aux dons pour payer le pot. Écoutez, ça c'est un autre sujet avec lequel j'ai une certaine distance. Et vous savez, dans ma tradition réformée, les dons ne font pas partie, j'allais dire, de cette tradition-là. Voilà, c'est dit, ça sera la continuité dans ce cas-là. Mais ce que je veux dire, et c'est vraiment essentiel, quel Sénat on veut? Est-ce que, dans le cas des institutions, en fait, je l'ai déjà dit, il y a eu une chance pour l'institution, ça ne m'a pas fait plaisir ce jour-là, qui est l'alternance, qui ont démontré que cette institution qui est le Sénat pouvait, j'allais dire, connaître un basculement politique. C'était d'ailleurs la logique de la perte du territoire depuis 1995, de la part de ce qu'on appelait le RPR, l'UDF, puis l'UMP et l'UDI. Oui, mais au fond, nous avions perdu progressivement. Pour perdre des collectivités locales. Nous avions perdu progressivement le territoire. Nous venons, tout au moins pour les collectivités locales, de le retrouver. Mais est-ce que le Sénat doit être un clone de l'Assemblée nationale ? Parce que la réforme du quinquennat a changé la nature de l'Assemblée nationale. Et je pense que le Sénat est indispensable parce que ça doit être un lieu, j'allais dire, où on est indépendant, autonome. Je l'ai vécu un peu comme président du Sénat.
sur les questions de liberté individuelle et collective, j'avais une position qui n'était pas toujours la même que la position du gouvernement et du président de la République. Eh bien, je crois que c'est ça. Et la représentation des territoires. Voilà. Je pense que la question territoriale, elle est fondamentale dans notre pays. Et quand on parle territoire, c'est pas que le territoire rural. Le territoire urbain est souvent extrêmement malade. J'ai été le rapporteur à l'époque de Michel Delebarre, ministre d'État. Le premier rapporteur de la politique de la ville, je peux vous dire qu'il y a là des vrais sujets. Et le territoire est malade. Et donc voilà le programme du candidat Larcher. Vous l'avez exposé ce soir. Merci à vous, merci d'avoir aidé notre invité. Regardez, je vous fais réagir à la dernière caricature d'Hervé Baudry. Il paraît que Gaudin il veut y aller maintenant qu'il a gagné Marseille. Ouais, mais tout ça on le vivra tranquillement dans les primaires qui sont à mon avis plus simples que celles de 2017 parce que nous avons une culture. Voilà. Bon, on verra tout ça. Et on verra le sujet une fois qu'on aura gagné parce que... S'il y a la sardine, il y a aussi le pot de l'ours. Donc, une fois que vous aurez gagné, il faut méditer sur quelques traditions rurales. Merci Gérard Larcher d'avoir été notre invité. On poursuit bien sûr, messieurs, notre club d'éditorialistes sur cette nouvelle équipe qui s'installe et sur les dossiers et problèmes qui l'attendent. Alors, dans ce nouveau gouvernement, on l'a dit, il y a un retour et même une renaissance politique après un long exil. C'est Ségolène Royal qui opère un retour aux sources quelque part à la tête d'un grand ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. On voit tout cela avec Tam Tranui. Il y a plus de 20 ans et pendant à peine un an, Ségolène Royal a déjà connu le portefeuille de l'environnement. Dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy, la jeune ministre s'occupe du traitement des déchets, des nuisances et fait aussi voter une loi sur l'eau. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie, que l'environnement est une source formidable de création d'emplois et que non seulement ça permet de créer des emplois, mais en même temps, ça permet de régler les problèmes de pollution industrielle. Depuis en 2 décennies, l'écologie est passée du ministère de second plan à un grand ministère en charge de dossiers majeurs, comme la transition énergétique, l'avenir du nucléaire ou encore l'écotaxe. En 20 ans, Ségolène Royal aussi a changé de dimension. Entre 1997 et 2002, elle est ministre de Lionel Jospin en charge de l'enseignement, puis de la famille. En 2006, sa carrière prend un nouveau tournant. Candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle, elle est finalement battue. J'ai engagé un renouvellement profond de la vie politique. Dans le même temps, en Poitou-Charentes, Ségolène Royal poursuit au niveau local son action en faveur de l'environnement avec l'adoption de plans en faveur des énergies renouvelables et la promotion de la voiture électrique. Je ne suis pas pour des punitions sur l'écologie. Depuis 2011, c'était la traversée du désert, balayée au premier tour de la primaire socialiste, puis battue à l'élection législative par le dissident Olivier Falorni. Ségolène Royal est restée loyale 2 ans durant à la politique de François Hollande, une fidélité aujourd'hui récompensée. Et voilà, la caricature d'Hervé Baudry, et 1, et 2, et 3, Ségo bien sûr, et avec Michel Noblecourt du Monde, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, Claude Veil du Nouvel Observateur. On accueille notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. On va parler évidemment de Ségolène Royal, du retour. Je voulais d'abord vous faire réagir quand même au binôme. On en a parlé, Montebourg, Sapin à Bercy. On a beaucoup parlé justement de cette recomposition nécessaire de Bercy autour de 2 grands pôles. Une séparation qui est inédite, hein, dit-on, à l'allemande, inspirée du modèle allemand. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que surtout ça va mettre fin au couac? Vous savez que M. Fabius disait il n'y a pas de patron à Bercy. Il y en a maintenant un qui s'appelle M. Sapin. C'est-à-dire qu'en réalité... M. Hollande. Oui, M. Hollande, j'ai entendu la conversation tout à l'heure, mais à Bercy, donc c'est quand même M. Sapin. Je crois que c'est important parce qu'en France, on avait effectivement un ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur. Aujourd'hui, il y a un ministre des Finances et des comptes publics, c'est bien rajouté, il n'y a pas que simplement le budget, c'est les comptes publics, donc c'est aussi la sécurité sociale, par exemple, comme en termes de budget, évidemment, et qui est dans la hiérarchie, vous regardez la liste, il est avant M. Montebourg. Donc M. Sapin, c'est le patron. Par ailleurs, le ministère du Commerce extérieur est sorti de Bercy et revient en réalité à M. Fabius. Donc en réalité, on a découpé un peu ce ministère en y mettant donc ce patron qui est M. Sapin et M. Montebourg. En fin de compte, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste l'économie. Ah oui. Oui, mais l'économie, ça revient en fin de compte à son ministère antérieur qui est le redressement productif, l'industrie, parce que l'économie, ça fonctionne dans une économie libérale un peu comme la France, ça fonctionne un petit peu tout seul. Du reste,
en Allemagne, puisque vous parliez de l'Allemagne, il y avait auparavant le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, et le ministre de l'Économie, il était un petit peu marginal. Celui qui était important, c'est M. Schäuble, qui était le ministre des Finances, c'est lui qui discutait du budget et des comptes publics. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et ça arrive, on va revenir à Ségolène Royal. Aujourd'hui, le numéro 2 du gouvernement, c'est le ministre de l'Économie en Allemagne, parce que, et M. Schäuble est derrière lui, parce que le ministre de l'Économie, on lui a adjoint l'énergie. Or, aujourd'hui, nous, en France, on a mis l'énergie chez Madame Royal. On lui a donné un grand ministère. Et on peut se poser la question de savoir si la question énergétique, en temps de transition énergétique, c'est vraiment d'abord une question écologique. En réalité, c'est, de mon point de vue, c'est d'abord une question économique. Ça tient au problème de coûts de production de nos industries. Ça tient à une orientation tout d'abord industrielle et qui n'est pas simplement économique. D'ailleurs, en Allemagne, le ministre de l'écologie est ministre de l'écologie et de la sécurité nucléaire. C'est-à-dire qu'il est simplement l'aspect purement écologique. Dans deux conceptions très donc différentes. c'est deux conceptions un petit peu différentes. Jean-Sébastien Ferjot, justement, sur ce débat à la fois économique ou énergétique. Les deux logiques peuvent s'entendre. Effectivement, la transition énergétique, c'est avant tout une question économique. Donc, mais il n'y a pas que ce problème-là de répartition des portefeuilles, je pense, qui va poser problème dans ce gouvernement. Et pour revenir sur le point qu'on abordait juste avant, sur la répartition des rôles entre Michel Sapin et Arnaud Montebourg. L'un rassure Bruxelles et l'autre l'inquiète. Oui, mais justement, il peut y avoir une logique, effectivement, comme c'est le cas en Allemagne, une logique plus libérale, considérer qu'il y a une logique où l'État est dans l'exercice d'une mission régalienne, qui est celle de gérer ses finances, et puis une où il est juste dans celle de l'encadrement de l'économie, je ne sais pas, des abus à la concurrence, par exemple. Sauf que quand on met deux ministres qui ont une vision de l'économie extrêmement différente et une vision des politiques économiques totalement différente, puisque si on comprend bien, M. Sapin est plutôt vraiment dans la ligne de François Hollande et a continué les efforts de redressement du pays. D'ailleurs, il faudrait plutôt dire à les commencer, parce qu'ils n'ont pas du tout été entamés jusqu'à présent. Quand on regardait les chiffres du déficit public que l'INSEE a sorti lundi, on se rend compte que les seuls bénéfices qui ont été faits en matière de réduction des dépenses publiques l'ont été parce que la dette est devenue moins chère. Donc il n'y a pas eu 1 euro en moins dépensé par le gouvernement. Mais bref, quand M. Sapin est dans une logique de redressement des comptes, là où M. Montebourg est dans une logique de changer les rapports de force en Europe, de changer, je ne sais pas s'il souhaite des mesures protectionnistes, etc. Encore, oui. Mais qui l'emportera? Parce que c'est pas comme si François Hollande était un grand spécialiste de la clarté et des décisions. Alors justement, donc encore une fois, comment est-ce qu'on sortira des ambiguïtés qui créent sur le plan d'Hervé Baudry, je voulais vous faire réagir, Michel Noblecourt. On va regarder sur Arnaud Montebourg, Made in France. Il a toujours du matériel Made in France. Pour tailler sapin. Moi, je pense que ça va y avoir quelques petites frictions quand même. C'est une tronçonneuse, oui. Michel Noblecourt, malgré tout, ça reste une séparation inédite. Ces deux grands pôles, on avait tellement critiqué ce fonctionnement ubuesque. Là, on peut dire qu'il y a une clarté, même si les deux personnalités et les deux lignes. Il n'y a pas une clarté de casting, certes. Et puis, on ne sait pas encore qui aura la direction qui aura la tutelle de la direction du Trésor, de l'Agence des participations de l'État. Il peut y avoir encore un certain nombre de décisions qu'on verra dans les décrets d'attribution qui peuvent changer la donne. Sur le mécano Bercy. Qu'en pensez-vous? Le mécano Bercy, effectivement, est assez... moi, je trouve que c'est assez intriguant, Donc, parce qu'effectivement, ce sont deux personnalités qui ont des visions de l'économie, je ne veux pas dire opposées, mais assez différentes quand même. Donc, il y en a un qui est très hostile, par principe, je dirais pratiquement à la mondialisation, qui s'est fait le théoricien de la démondialisation, et qui est assez colbertiste dans sa façon d'agir, et l'autre qui est... d'une tradition très social-démocrate. C'est un Hollandais pur sucre qui est tout à fait dans cette ligne. Donc effectivement, on ne sait pas, ça peut donner lieu à quelques affrontements. Quelques étincelles. Comme ça peut très bien marcher, il peut y avoir effectivement une complémentarité qui se met en marche sous la baguette. Là, ça serait un peu le rôle de Manuel Valls, qui devrait être un peu le monsieur anti-couac. Donc éviter, il est un peu là pour ça, Donc celui qui va faire un peu régner la discipline au sein de ce gouvernement à prédominance effectivement très hollandaise. Il n'a déjà pas évité le premier d'Arnaud Montebourg sur le commerce extérieur, mais qui a eu lieu aujourd'hui, puisqu'Arnaud Montebourg revendiquait le commerce extérieur. J'ai cherché ce soir un peu les réactions dans les journaux étrangers. Je vois en même temps la caricature d'Hervé. On a regardé, il y en a un qui réagit là. De Paul à Bercy. Certain Paul Bismuth qui réagit. Je cherchais les réactions des journaux étrangers sur la nomination, ce ministère d'Arnaud Montebourg. Il y a la Suisse. Alors Le Temps qui titre sur la mauvaise nouvelle Montebourg, parce qu'en Suisse, on se rappelle de cette phrase d'Arnaud Montebourg en 2007. Il qualifiait la Suisse de verrue dans le fonctionnement normal de la lutte contre l'argent sale.
Oui. Ils ont un souvenir d'un ministre bouillonnant, en tous les cas. Oui, il bouillonne, mais enfin, il y a beaucoup de choses se sont évaporées à force de bouillonner, je pense, dans les diatribes de M. Montebourg. Les couacs, ce sera des couacs de parole. À mon avis, il ne faut pas mettre trop ça en évidence. Le commerce extérieur, ce n'est plus la France qui fait la réglementation du commerce, c'est la Commission de Bruxelles. Donc, en réalité, M. Montebourg est là pour taper un peu du poing sur la table, mais sur le fond, c'est quand même Sapin qui va discuter avec Bruxelles sur les choses importantes. Il le fera à la hollandaise, comme vous l'avez dit. Il y a un problème quand même important, je crois, c'est l'histoire justement du ministère du Commerce extérieur. Pour la première fois, ça revient au Quai d'Orsay. La réalité, c'est que le Quai d'Orsay ne connaît rien au problème du commerce extérieur. Les gens qui connaissent... Madame Fleur Pellerin, peut-être, en sait-elle un peu plus. Oui, mais attendez, le ministre n'est pas tout seul. Bien sûr, bien entendu. Mais ce que je veux dire, les techniciens, les experts, ils sont tous à Bercy. Ce n'est pas le réseau diplomatique qui connaît quelque chose à la question du commerce extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé de quoi tout à l'heure? J'ai, cet après-midi, parlé avec des gens qui exportent beaucoup. Il me dit alors, il va falloir que je rende compte du côté du Quai d'Orsay, que je rende compte également, parce qu'ils ne se parleront jamais les uns aux autres, à Bercy, où là sont l'expertise et la connaissance du problème de l'exportation, et donc ça va être une confusion générale. Et pour eux, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Messieurs, comme tous les mercredis, je voulais qu'on passe en revue les hebdos à paraître demain dans nos kiosques. Regardez, ils se ressemblent un petit peu. Le point, on va voir tout de suite avec le co-président, les coulisses d'une prise de pouvoir, réforme, la dernière chance. Le co-président, c'est Claude Veil. C'est bien trouvé alors que vous parliez au contraire depuis tout à l'heure du vrai chef Hollande. Été au point, à Dieu ne plaise, mardi, c'est peut-être le titre que j'aurais fait, je ne le ferai pas aujourd'hui. Oui. Non, mais vous, ce que vous avez fait comme titre, c'est ce qu'il a en tête, justement, Manuel Valls, le Premier ministre, peut-être. Là, on connaît l'animal. On sait quelle est la vision politique de Manuel Valls. Il l'a exprimé, il l'a développé, il a même écrit des livres pour ça. Mais je pense que pour le moment, c'est pas ça qu'il va mettre en avant. Ce qu'il va mettre en avant, encore une fois, c'est sa loyauté et être le meilleur lieutenant de Hollande, c'est-à-dire essayer d'accélérer le rythme des réformes. Et enfin, l'Express avec cette une, Manuel Valls, le Premier ministre. Et maintenant, Valls, je voulais vous faire réagir, Jean-Sébastien faire jouer Michel Noblecourt sur une phrase, donc ce soir, dans le 20h de TF1 de Manuel Valls, qui dit « Pas de rupture, c'est la continuité avec Jean-Marc Ayrault ». Donc c'est la continuité, mais la rupture dans le rythme, c'est bien ça ? Oui, mais encore une fois, ça montre bien l'ambiguïté de sa position. Effectivement, il choisit de montrer sa loyauté et d'afficher, parce qu'il n'a pas tellement d'autres possibilités à l'heure actuelle. Il ne va pas aller au clash directement avec François Hollande. Et dans le même temps, s'il veut pouvoir faire quelque chose de différent, parce que, encore une fois, le problème, ça n'était pas Jean-Marc Ayrault, c'est quand même François Hollande. C'est les décisions que prend ou ne prend pas François Hollande. Donc, de toute façon, s'il veut pouvoir changer quelque chose, que ce soit commencer, accélérer, approfondir, ou quel que soit le mot qu'on choisit, ça sera brusquer François Hollande. Et c'est là où on verra si, entre la loyauté affichée et la nécessité... Le mot de la fin, M. Noblecourt. Une première déclaration, c'est des propos de circonstance. La continuité, c'est évidemment les premières choses qu'on dit. Ça me fait penser beaucoup, moi, l'épisode Valls me fait penser beaucoup à Rocard en 88, quoi. Sauf que Rocard est élu après une victoire, que Valls est élu est désigné après une déroute. Mais je veux dire qu'il est dans une situation, il y a des points communs, quoi. C'est-à-dire que l'un et l'autre pensaient à l'élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas de Jean-Marc Ayrault. Hollande était sûr de ce côté-là, il était tranquille, Monsieur Loyal, alors que Manuel Valls veut toujours être candidat à l'élection présidentielle. Rocard aussi voulait l'être. Et par ailleurs, effectivement, il se retrouve à la tête d'un gouvernement sur lequel il n'a pas la main, dans la mesure où c'est un gouvernement effectivement très hollandais, de même que Rocard était avec un gouvernement où il y avait très peu de Rocardiens. Il y avait très peu de Rocardiens dans son tous les patrons de gouvernement ont la ligne directe, c'est pour ça que c'est compliqué pour Hollande. Mais la grande différence, c'est que Mitterrand appelle Rocard, selon son propre mot, pour lever l'hypothèque, c'est-à-dire pour s'en débarrasser, alors que Hollande appelle Valls pour se sauver. Alors, messieurs, on va regarder aussi la dernière caricature du journal d'Hervé Baudry. Pour fêter le retour de Ségolène, là, je suis très content de la redessiner. Donc là, le pauvre président, il va être obligé de passer au vélo. Puisque, fini le scooter. Ah oui, elle va jusqu'au bout, elle va tout regarder. Mais justement, il y a la politique Ségolène Royal, il y a la question, forcément, elle vient... Sonia. Non, pas seulement, absolument pas, vous vous trompez. Le retour ou la revanche à la fois politique et personnelle, c'est son grand retour, on ne peut pas ne pas le voir, Claude Veil. La part du vaudeville, elle est évidente, mais je crois que maintenant les Français ont intégré ça dans leur logiciel. Bon, d'une certaine façon, il y a eu ce qu'on appellerait en droit de la famille le délai de viduité, quoi. C'est-à-dire c'est l'ancienne compagne de François Hollande, mais maintenant ça appartient à l'histoire, à la chronique. C'est d'abord la politique qui revient. C'est la politique qui revient dans un job en plus. Hervé Baudry. En plus, je trouve que l'environnement c'est très intéressant parce qu'elle a vraiment
une pensée personnelle sur l'environnement. Le tout petit extrait que vous avez donné tout à l'heure le résume parfaitement. Elle est contre l'écologie punitive. Et là, par rapport à Mme Duflot, on va voir une vraie différence. Simplement, la première réunion du Conseil des ministres, est-ce qu'elle va se permettre de lui dire que sa cravate n'est pas bien en tant C'est pas bien. J'aurais pas dû vous donner la parole pour terminer ce journal. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre analyse. Nous verrons évidemment ce que fera cette équipe. Nous ferons une édition spéciale, d'ailleurs mardi, après le discours de politique générale de Manuel Valls. Merci beaucoup, Hervé Baudry. Merci à vous. Et on arrive à la fin du journal. Restez avec nous. Tout de suite, c'est l'émission Déshabillons-les sur le nouveau Premier ministre Manuel Valls. Il est déshabillé en tout bien, tout honneur, bien sûr. Belle et douce nuit à vous. À demain avec plaisir.